on parle de mondialisation en Afrique, la pensée dominante veut que l'Afrique soit toujours la victime de ce processus. Or, par définition, la mondialisation, c'est quoi? C'est la liberté de circulation des biens et services, des personnes, des capitaux, mais aussi des informations et des idées. Alors, on a tendance à croire que la participation de l'Afrique à la mondialisation a appauvri ce continent, mais si on regarde un peu les chiffres de près, on se rend compte, en fait, c'est vrai que l'Afrique elle est encore très pauvre par rapport aux autres régions dans le monde, mais il y a une tendance qui est très intéressante qui montre la baisse du taux de pauvreté. Donc la question pertinente, c'est pourquoi la réduction de la pauvreté se fait à un rythme qui est plus ralenti par rapport à ce qui se fait en Asie, dans des pays comme la Chine et l'Inde. Alors que la Chine a divisé son taux de pauvreté donc, entre les années 70 et les années 2000 par 7, l'Inde l'a divisé par 2, eh bien en Afrique, on est passé de 58% à 51% donc, au milieu des années 2000. Alors, on parle aussi de multinationales. Les multinationales exploitent les travailleurs africains, mais aussi ils pillent les richesses. On peut se poser la question, mais qui leur donne l'autorisation? Et là, on voit bien qu'il y a une sorte de complicité des dirigeants africains qui, en contrepartie de leur soutien au pouvoir, ils aussi, donc en fonction des commissions, donc ils donnent des quasi-monopoles à ces multinationales pour exploiter et pour piller ces richesses. Donc les Africains ou l'Afrique elle est trahie justement par ces dirigeants et ce n'est pas uniquement la responsabilité des multinationales, c'est aussi celle des dirigeants. Aussi on note effectivement qu'on a tendance à dire qu'il y a exploitation, mais d'après les statistiques notamment de James Bagwati dans son dernier livre, il explique effectivement que les multinationales au contraire, donc ils rémunèrent les travailleurs locaux 10% plus que ce qui est donc convenu dans les normes locales. Donc on peut aussi considérer que parce que l'Afrique à partir des années 80 s'est ouverte un petit peu et était pénalisée par le processus de mondialisation. Mais effectivement, est-ce qu'on peut vraiment croire que l'Afrique elle a été, on va dire, victime de la mondialisation? Ça suppose bien évidemment qu'il est bien intégré dans ce processus. Or, lorsqu'on regarde les chiffres, eh bien, concernant les IDE, eh bien, sa part ne dépasse pas les 2%. Donc il n'attire pas assez d'investissements étrangers, même s'il y a une tendance ces dernières années à la hausse. Concernant les échanges commerciaux, sa part ne dépasse pas les 3%. Donc il y a peu d'intégration commerciale et quand on regarde les technologies d'information, eh bien on a le plutôt faible de pénétration des mobiles, mais aussi le plus faible nombre d'internautes par habitant. Donc cela en fait montre clairement que l'Afrique elle est sous-mondialisée et qu'il n'est pas au contraire victime de la mondialisation. Dès lors, la question la plus pertinente à poser, c'est pourquoi l'Afrique, effectivement, ne profite pas de la mondialisation. Et donc là, quand on regarde un peu les obstacles, on note d'abord une mauvaise spécialisation. On a une sorte de spécialisation statique, rigide, dans des produits primaires à faible valeur ajoutée et qui n'a pas permis aux pays africains de se développer, tout simplement parce que même la rente qu'on tirait de l'exploitation de ces produits, on ne l'a pas réinvesti donc dans l'innovation et dans le développement technologique. C'est ça qui fait la différence. Or, lorsqu'on prend des pays comme la Chine et l'Inde, justement, donc, ils ont commencé par des produits de bas de gamme, mais ils sont montés dans l'échelle pour produire maintenant des produits de haute valeur technologique et de haute valeur ajoutée. Ça n'a pas été fait en Afrique. De même, lorsqu'on regarde un peu le commerce entre les pays africains, malheureusement, on note une sorte de fragmentation. L'échange ou le taux de commerce intra-africain ne dépasse pas les 11%, donc c'est très faible par rapport à d'autres zones comme l'Europe, 70%, l'Asie, 35%. Donc cette faiblesse des échanges limite la taille du marché et du coup ça limite les débouchés pour les entreprises africaines qui restent peu compétitives. En moyenne, vous avez les entreprises africaines qui emploient 47 employés. Vous comparez avec la Chine, c'est 977 en moyenne. Donc comment voulez-vous que les entreprises africaines profitent de la mondialisation alors qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec des entreprises qui sont mieux structurées?
Un autre élément, c'est l'échec des politiques de réforme. Alors, dans les années 70, on a commencé, suite à l'indépendance, on a commencé par des politiques, ce qu'on appelle la substitution par les importations. Malheureusement, les conditions, les préalables n'étaient pas réunies, dans le sens où on n'avait pas un marché local qui était de taille critique pour rentabiliser les investissements, on n'avait pas suffisamment de ressources humaines pour faire tourner les machines. Et tout ce qu'on a fait, en fait, on a explosé les déficits publics et commerciaux parce qu'on importait des biens d'équipement de haute valeur. Et ça a conduit bien sûr à la crise de la dette dans les années 80. On était obligé bien sûr de suivre les recommandations des institutions de Bretton Woods, un programme d'ajustement structurel qui ont complètement mis en sourdine tous les programmes qui en priorité étaient destinés à stimuler l'agriculture, l'industrie, et donc du coup on a renforcé donc cette incapacité des économies africaines à s'intégrer donc à la chaîne mondiale de production, et on le note clairement lorsqu'on regarde un peu la part de l'industrie dans les pays africains. Ça ne dépasse pas les 10%, contrairement aux pays asiatiques qui ont su repérer la mutation qui s'est opérée dans la structure même du commerce international, où on est passé, on va dire, des produits primaires aux produits manufacturés à partir du milieu des années 70. Malheureusement, les dirigeants africains n'ont pas su s'adapter. On peut rajouter aussi le protectionnisme des Occidentaux dans le sens où en augmentant les tarifs douaniers, en imposant des quotas, on a limité l'accès des produits, les seuls produits pour lesquels les Africains avaient un avantage comparatif conséquent. Et bien sûr, on a condamné des millions d'agriculteurs africains à la pauvreté. Aussi les subventions, donc quand on regarde comment les États-Unis subventionnent le coton, comment les Européens subventionnent le poulet ou la viande de bœuf, bien évidemment, donc ça fait on va dire descendre les prix et donc réduire la rentabilité pour les petits agriculteurs. À titre de comparaison, c'est vrai qu'on reçoit, ou les pays africains reçoivent de l'aide au développement, mais en même temps, si on regarde les derniers chiffres, c'est 50 milliards de dollars, mais en même temps, le montant des subventions, c'est 350 milliards de dollars. Donc, bien évidemment, donc il y a un double langage sur le libre-échange, dans le sens où on prive les Africains d'opportunités de marché, donc d'opportunités de croissance, et partant, bien sûr, d'opportunités de sortir des millions d'Africains de la pauvreté. Et enfin, il y a aussi le problème de la qualité de l'environnement institutionnel. Souvent, on a dit que l'Afrique est victime de liberté, de libéralisme, sauvage, etc. Mais lorsqu'on regarde le classement des pays africains, 80% justement, donc presque, ils sont considérés comme peu libres. Donc ils ne sont pas victimes de libéralisme, mais il manque de liberté économique. De la même manière, quand on regarde l'environnement des affaires via donc, le classement de Doing Business de la Banque mondiale, eh bien, on a la majorité des pays africains qui se classent après la 100e position. Donc ça veut dire qu'on a des environnements d'affaires qui sont hostiles, et ça explique justement pourquoi il y a de la rente, pourquoi il y a de la corruption, et pourquoi il y a une minorité qui en profite, parce qu'ils ont les moyens de payer ces coûts de transaction qui sont très élevés. Et le reste, la majorité de la population africaine se trouve exclue, donc l'initiative entrepreneuriale elle est étouffée, et donc ils ne trouvent que l'informel pour pouvoir exprimer justement leur talent. Malheureusement, l'informel ne suffit pas pour qu'on puisse avoir un tissu productif assez compétitif pour rivaliser sur la scène mondiale. Donc du coup, on s'aperçoit que ce n'est pas la mondialisation où est le problème, la mondialisation n'est pas bonne ou mauvaise en soi, elle est ce qu'on en fait. On peut, en tout cas les Africains peuvent en faire une opportunité si ils engagent les réformes nécessaires pour pouvoir promouvoir la liberté d'entreprendre, on va dire instaurer, consolider l'état de droit pour promouvoir une concurrence libre qui va permettre donc d'améliorer la compétitivité des entreprises africaines et donc de s'intégrer dans ce processus mondial donc de production et des échanges. Et donc s'il n'y a pas ces réformes structurelles institutionnelles, bien sûr, donc la mondialisation deviendra une menace, et donc on va dire la balle est dans le camp donc des dirigeants africains, mais aussi des entrepreneurs africains, de la société civile. Tous les Africains sont responsables pour faire enfin de la mondialisation une opportunité, comme l'ont fait les Asiatiques auparavant, et essayer justement donc de déclencher finalement donc ce processus de décollage économique qui va permettre de sortir des millions d'Africains de la pauvreté et les mettre définitivement sur la voie de la progression.
stone, beautiful stone, a beautiful stone.